Bien bonjour tout le monde, vous le savez tous, mais je vais me présenter, je suis Jérôme, et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence préenregistrée qui portera sur l'histoire du théâtre québécois, mais en version abrégée. Donc sans plus tarder, je vais vous faire une petite introduction sur cette présentation que je vais faire. Donc premièrement, je tiens à dire que je vais parler d'un point de vue très montréalo-centriste quand je vais faire cette présentation orale-là, plutôt cette conférence. Parce que dans le fond, le théâtre québécois est reconnu mondialement par sa scène montréalaise, et puis malgré qu'il y a une certaine scène en région et surtout à la ville de Québec, je vais pas vraiment m'attarder là-dessus, et puis je vais plus me concentrer sur l'histoire telle qu'on l'a connue ici à Montréal. Donc deuxièmement, mes intentions, tant qu'à cette présentation-là, c'est pas d'offrir une exhaustivité totale de l'histoire du théâtre québécois, parce que ça serait totalement impossible dans une conférence d'une durée de 45 minutes, une heure, de parler de l'entièreté de l'histoire du théâtre québécois dans toutes ses façades. C'est pourquoi je vais inviter le public à aller faire ses propres lectures, à aller approfondir ses propres recherches, à aller lire les ouvrages que je vais mentionner dans cette présentation-là, par eux mêmes pour aller, comme j'ai dit, approfondir leurs propres connaissances. Donc, le public visé, ce que j'ai écrit dans mon rapport, c'est les élèves du Collège Saint-Louis. Donc, c'est vrai, c'est le public que j'ai en tête est celui du Collège Saint-Louis, mais je suis au courant que vu que je vais mettre ça en ligne, que je vais l'envoyer à différentes personnes, qu'il y a des bonnes chances que ça puisse atteindre d'autres personnes. C'est pourquoi je vais dire que mon public visé dans cette présentation-là, à vous, je vais vous dire que c'est plus une personne qui a un niveau peut-être de secondaire de connaissances au théâtre. Donc des connaissances de base sur comment fonctionne le théâtre, sur la scène montréalaise du théâtre contemporaine. Donc si vous n'avez pas des petites connaissances de base sur le théâtre, je vous invite à aller faire quelques petites recherches de 5 à 10 minutes avant de regarder cette conférence. D'ailleurs, je vais terminer cette conférence à l'année 2010 parce que je trouve qu'on n'a pas encore assez de recul pour que je puisse faire vraiment une section de qualité à propos du théâtre du 21e siècle. Donc je vais parler brièvement de quelques auteurs qui ont été populaires et importants récemment, mais pas après la décennie 2010. Finalement, si vous voulez voir mes sources, vu que je vais verser ça sur YouTube en non répertorié, je vais mettre dans la description de la vidéo ma bibliographie commentée. Et puis, si vous souhaitez voir les sources des images, elles sont à la fin de cette présentation dans les dernières diapositives en ordre d'apparition dans la présentation, et puis je vais mettre le Google Slides aussi dans la description de la vidéo pour que vous puissiez y accéder. Et donc, sans plus tarder, je vais vous montrer les 6 aspects qu'on va voir aujourd'hui. Donc, premièrement, on va parler des précurseurs de 1600 à environ 1825, les grands débuts de 1825 à 1900, l'âge d'or de 1900 à 1930, le début de l'époque moderne au Québec de 1930 à 1965, l'époque post-moderne de 65 à 80, et enfin la scène contemporaine de 80 à 2010. Donc, ces 6 époques-là que j'ai décrites ici sont très arbitraire, c'est moi qui ai décidé de les mettre comme ça. Il n'y a pas vraiment de consensus historique là-dessus, mais c'est comme ça que j'ai décidé de les séparer dans ma présentation sans aucune base quelconque, parce que je trouvais pour moi que de présenter ça comme ça faisait plus logique. Mais bon, là je parle beaucoup. Allons directement parler des précurseurs, ce qui a commencé notre histoire du théâtre au Québec. Donc, la toute première représentation théâtrale au Québec a eu lieu le 14 novembre 1606 à Port-Royal. Là, j'ai dit au Québec, mais je devrais plutôt dire en Nouvelle-France, parce que Port-Royal, c'est dans l'Acadie actuelle, donc au Nouveau-Brunswick. Et Marc Lescarbot est l'historien, l'écrivain qui nous rapporte cet événement. Donc, ici, on peut voir une photo de cette représentation théâtrale. Un croquis plutôt. Et la pièce qui était jouée, c'était le Théâtre de Neptune en Nouvelle-France, qui était elle aussi écrite par Marc Lescarbot. Donc Marc Lescarbot était à la fois dramaturge, historien, écrivain. En tout cas, c'était quelqu'un qui a écrit beaucoup de choses avec sa plume. Donc là, je pourrais vous parler de comment ça s'est passé et tout par moi-même, mais je pense que ça vaut plus la peine que je vous lise un extrait
de ce que Marc Lescarbot lui-même a écrit. Donc là, comme vous voyez ici, je l'ai mis en français moderne. Donc, je vais l'avoir ici. Pardonnez-moi. Je vais vous le lire. Donc, vous pouvez soit suivre avec le vieux français, vous pouvez voir la source et tout, ou bien vous pouvez voir avec le nouveau français dans mon petit bloc-notes. Donc, tel que dit Marc Lescarbot, avec beaucoup de périls que je ne veux comparer à ceux d'Ulysse ni d'Aénéas pour ne souiller nos voyages saints parmi l'impureté, le sieur de Poutrincourt arriva à Port-Royal le 14e de novembre et nous le reçûmes joyeusement avec une solennité toute nouvelle par-delà. Car sur le point que nous attendions son retour avec grand désir, et ce d'autant plus que si mal lui sût arriver, nous eussions été en danger d'avoir de la confusion. Je m'avisai de représenter quelques gaillardises en allant devant de lui, comme nous fîmes, et d'autant que cela fut en rime françoise, faite à la hâte. Je l'ai mis avec les mules de la Nouvelle-France sous le titre de Théâtre de Neptune, où je renvoie le lecteur. Au surplus, pour honorer davantage le retour de notre action, nous avions mis dessus, du haut de la porte la porte de notre fort, les armes de France. J'ai fait une petite erreur ici. Environné de couronnes de laurier, dont il y a une grande quantité au long de ces rives des bois, avec la devise du loi Duo Protegit Unus. Donc, je m'excuse à tous les Romains que j'ai offensés en parlant avec mon très mauvais latin. Et au-dessus, celle du sieur de Mont avec la description Dabit Deus is quoque finem, et celle du sieur de Poutrincourt avec cette autre inscription In via virtutinula est via. Toutes deux aussi saintes de chapeau de laurier. Donc c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre, mais quand on se met à analyser ça, on peut vraiment avoir une très bonne image de ce que ça avait l'air. Les deux livres, les pièces de théâtre qui ont été jouées, ainsi que ce livre-là, dont la source qui est écrite ici, sont disponibles sur le site des Archives nationales du Québec, du Banque. Fait que je vous invite à aller le lire par vous-même si vous êtes intéressé. Par contre, il est très important de dire que le théâtre franco-canadien a une très grande difficulté à se développer dans le début pendant l'époque baroque et pré-romantique. Donc, premièrement, il faut parler du contexte historique du Québec. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais dans le fond, on sait tous que le Québec a passé d'une colonie française très fragile à un territoire britannique aux intérêts britanniques. Ça va de soi. Donc, les Anglais allaient certainement pas aller faire construire des théâtres franco-canadiens parce que c'est vraiment... ça allait pas leur rapporter rien. Et puis, les franco-canadiens, vraiment, c'est pas quelque chose à quoi ils étaient... comment dire... à quoi ils avaient accès, disons. Aussi, dans notre culture plus québécoise, le clergé et les élites conservatrices n'étaient pas favorables à la créativité théâtrale. Donc le clergé nous a... tout le monde dit que le clergé nous a mis de retard avec beaucoup de choses au Québec, dont la créativité théâtrale. Comme ici. Et aussi les Canadiens français avaient très peu de contrôle politique ou économique, ce qui a fortement retardé de plus de 3 siècles la prise de l'envol du théâtre québécois. Ce qui nous amène à la section des grands débuts du 20e siècle, de 1825 environ. Donc, ça a commencé avec John Molson, le même John Molson qui a créé la bière. J'ai oublié ma webcam, voilà, vous pouvez voir son magnifique visage. John Molson, en 1825, a inauguré son Théâtre Royal. Dans le fond, le Théâtre Royal, c'était le premier gros théâtre à Montréal, le premier théâtre permanent à Montréal. Il était familièrement appelé le Théâtre Molson. Donc, le Théâtre Royal il était situé au coin de la rue Bon-Secours et Saint-Paul. Donc, aujourd'hui, c'est dans le Vieux-Montréal, au même endroit où il y a le marché Bon-Secours. Et dans la photo d'en haut, ici, vous pouvez voir de ce que le théâtre avait l'air. Et dans la photo d'en bas, vous pouvez voir la Banque de Montréal, qui est située sur la rue Saint-Jacques, aussi dans le Vieux-Montréal. Donc vous pouvez voir qu'il y avait définitivement une certaine influence dans l'architecture, car ça a été cité comme ci. Par contre,
Il est important de mentionner qu'à cette époque-là, les théâtres avaient une assez grande difficulté à prendre un envol avec des spectacles de qualité, tout simplement à cause de la présence de l'acteur manager. Dans le fond, l'acteur manager, c'était, si on voit ça de même, c'était l'acteur le plus important du théâtre, le directeur artistique, et dans le fond, c'était pas mal lui le boss du théâtre qui faisait essentiellement tout. D'un côté, ça peut peut-être sembler bien, mais la présence de l'acteur manager, de la façon que ça marchait, c'est que, dans le fond, tous les comédiens apprenaient de leur bord leur texte. Donc, ils apprenaient le texte par eux-mêmes, ils pratiquaient par eux-mêmes, et puis ils se mettaient à être confortables avec la pièce. Puis là, ils pratiquaient peut-être 2 ou 3 fois, maximum, avant la représentation. Si vous avez des moindres connaissances en théâtre, vous savez que les représentations et la pratique sont très importantes pour donner des spectacles de qualité. Fait que ça donnait des spectacles qui étaient très sens dessus dessous, qui étaient pas vraiment de qualité qu'on connaît aujourd'hui dans le théâtre professionnel. Par contre, le Théâtre Royal a quand même connu ses heures de gloire. C'était quand même un théâtre qui a marché très bien pendant qu'il existait. Et le sommet de sa popularité était quand le très populaire acteur anglais Edmund Kean est venu jouer Gloucester dans Richard III de Shakespeare. Le Théâtre Royal a été démoli en 1844. J'ai pas trouvé de source pourquoi il avait été démoli. Probablement à cause qu'il était plus aussi rentable, mais il avait été remplacé par le Théâtre Hayes, qui était nommé après le propriétaire Moses Hayes, qui était situé sur le Champ de Mars en 1847. C'était un immense bâtiment, 4 étages, il y avait un hôtel, un commerce, c'était pas juste un théâtre, c'était vraiment un des bâtiments les plus importants, j'ose croire, de Montréal. Par contre, ce théâtre-là n'a pas vraiment connu une grande vie, car en 1852, quand il y a eu le grand incendie qui a vraiment détruit une grande partie de la ville de Montréal, le théâtre Hayes a passé au feu. Maintenant, on va commencer à parler du développement du théâtral francophone, ce qu'on va voir qui est un enjeu qui va rester très important, surtout pendant l'entièreté du 20e siècle, du 19e siècle plutôt. Donc, dans la ville de Québec, la plupart des représentations théâtrales étaient francophones. Fait que là-bas, c'était pas vraiment un enjeu, le développement du théâtre francophone. Toutefois, ici à Montréal, jusqu'à 1880 environ, il y avait moins de 5% de représentations théâtrales qui étaient francophones. Parce que comme on sait, à Montréal, c'était vraiment des ouvriers qui travaillaient ici, puis les personnes qui pouvaient accéder au théâtre, c'était c'était la bourgeoisie, qui était en grande majorité canadienne-anglaise. Toutefois, avec les années qui passaient, avec l'arrivée des patriotes, il y a eu un plus grand sentiment nationaliste canadien-français qui a commencé à se faire ressentir, et les directeurs théâtraux savaient ça. Et donc, ils vont essayer de plus en plus d'intégrer le francophone dans le théâtre à Montréal, même si ça va rester un peu difficile. Un des grandes personnes dans ce mouvement-là qui a réussi à faire connaître le théâtre francophone au début était le grand dramaturge et écrivain Louis-Honoré Fréchette, ce qui a créé en 1880 ces 2 drames, Papineau et Le Retour de l'exilé. Donc ces deux drames qui ont vraiment fait fureur à Montréal et qui ont vraiment donné aux Québécois une envie de pouvoir enfin s'affirmer d'un point de vue théâtral. Maintenant, on va vous parler de l'arrivée de Sarah Bernhardt à Montréal. Donc, Sarah Bernhardt, si vous ne savez pas, c'est quand même un personnage très important de l'histoire du théâtre dans le monde. Dans le fond, Sarah Bernhardt, c'était la plus grande comédienne de l'histoire de la France et peut-être même de l'histoire en général. Elle était vraiment connue d'un point de vue mondial comme nul autre auparavant. Et elle est venue jouer le drame Adrienne le Couvreur, qui était une pièce qui était jugée immorale. Donc ça a fait quand même scandale ici avec les autorités religieuses quand on pense au clergé et à quel point il était autoritaire dans les œuvres qu'il autorisait. La tournée nord-américaine de Sarah Bernhardt
on peut penser qu'elle aurait, d'une certaine façon ou d'une autre, éclipsé la popularité de Fréchette, mais au contraire, la popularité de Sarah Bernhardt a fait qu'elle allait encourager les artistes amateurs, elle a renforcé les sentiments nationalistes qui entouraient le théâtre francophone. Donc, vraiment, l'arrivée de Sarah Bernhardt au Québec a vraiment aidé le développement du théâtre francophone et c'est vraiment un des événements qui définit l'histoire du théâtre au Québec. Un autre événement très important qui... donc, ici, j'avais skippé cette diapositive-là sans faire exprès, mais dans le fond, quand je parle de Fréchette, de Bernhardt et finalement du vaudeville américain, c'est 3 événements dans la décennie des années 1880 qui ont fait que le théâtre francophone a enfin pris un certain envol. Donc, finalement, le troisième de ces événements, c'était l'arrivée du vaudeville américain à Montréal. Donc, le vaudeville américain, c'était un genre théâtral qui a débuté en 81 à New York grâce au band leader Tony Pasto. C'était des spectacles qui avaient une certaine mauvaise réputation parce que c'était donné dans des bars et des salles où on pouvait facilement avoir accès à de la boisson. Fait que ça avait un peu une connotation négative dans le temps. Toutefois, un promoteur américain du nom de Henry Jacobs a installé un chapiteau au coin de la rue Sainte-Catherine et Université, qui est aujourd'hui le boulevard Robert Bourassa, et il le nomme le Royal Museum and Theatorium. Donc, le Royal, dans le fond, il a duré seulement juillet, août, septembre, octobre, 3 mois. Il a duré 3 mois le Theatorium parce que j'imagine que c'était juste comme une certaine attraction d'été. Mais pendant ces 3 mois-là, il était resté immensément populaire. C'était toujours rempli. Tout le monde se rendait là à Montréal. Et The Gazette, qui était à cette époque encore une des plus grandes publications à Montréal, après juste une semaine de spectacle, ils disent Ladies and children are delighted and everybody is surprised at the wonderful success. Donc une petite traduction libre rapide, les enfants et les femmes sont très joyeuses et tout le monde est surpris au succès incroyable. On peut voir que le vaudeville américain avait vraiment fait fureur ici à Montréal. Toutefois, il est important de mentionner que le Royal, c'était pas juste du vaudeville américain, mais que c'était aussi une espèce... Il y avait aussi des attractions qui étaient un peu plus cirquesques, un mot que j'invente ici. Style la plus grosse femme du monde, les plus petits nains au monde. Ce genre de choses-là. Et ce genre de niaiserie-là, j'ose dire. Toutefois, il faut quand même pas oublier à quel point que c'était important pour ouvrir les yeux à la société québécoise au théâtre. Donc maintenant, on parlait d'une époque plus nord-américaine au complet du théâtre. Parce que pendant les années 90, il y a plusieurs producteurs et... donc je vais bouger un peu ma webcam pour que vous puissiez voir l'image au complet. Vous pouvez voir ici leur nom. Il y a quelques producteurs de théâtre, des chefs, des patrons de compagnie qui se sont mis ensemble. Des New-Yorkais, bien sûr, parce que pendant ce temps-là, c'était Broadway qui avait le dessus en termes de théâtre. Ils se sont mis ensemble pour former une compagnie qui allait devenir, quelques années plus tard, The Theatrical Syndicate, que je vais appeler Trust. Il n'y a pas beaucoup de sources qui l'appellent Trust, sauf... une de mes sources l'appelait Trust, mais vu que c'est plus facile à dire Trust, je vais dire Trust. Ça deviendra, le Trust, le plus grand monopole de l'histoire des arts dramatiques. Dans le fond, le Trust avait un contrôle quasi complet de tous les établissements théâtrales d'une importance quelconque, n'importe où dans les grandes villes d'Amérique du Nord. Et c'était pareil à Montréal dès 1892. Donc là, quand on pense à un monopole artistique, on peut se dire que ça devait probablement être affreux, mais on peut pas dire que le Trust était totalement mauvais, parce que le Trust, dans le fond, ça nous donnait une certaine pas une sécurité, mais
une garantie de qualité. Dans le fond, on avait un nouveau spectacle qui était donné chaque semaine. Ça, c'était sûr. Le Trust produisait un nouveau spectacle à chaque semaine qui faisait le tour de l'Amérique du Nord. Donc, Montréal était bien sûr sur le circuit des tournées théâtrales. Fait que les troupes venaient à Montréal autant qu'elles allaient venir à New York ou à n'importe quelle autre ville d'Amérique du Nord. Et finalement, Montréal n'était jamais en retard d'un point de vue technologique. Donc, comme vous voyez ici l'exemple que je mets à l'écran, on a eu l'éclairage électrique en même temps que New York. Ce qui est quand même important parce que ça nous a gardé à la fine pointe de la technologie pour tout ce qui était théâtre. Toutefois, comme j'ai dit, le trust est bien entendu aussi quelque chose de négatif. Parce que le trust, dans le fond, n'encourageait aucune compétition. Je vais vous parler un peu du théâtre français. Le théâtre français, qui était bien sûr français que de nom, avait essayé de se former par la bourgeoisie pour essayer de faire compétition au trust, d'avoir un théâtre plus canadien. Toutefois, après quelques années, le théâtre français était juste pas capable d'offrir une compétition rentable contre les théâtres du trust. Et enfin, ils ont dû, malheureusement, se faire acheter par le trust parce que vraiment, ils n'étaient plus capables de payer son loyer, disons. Aussi, le trust était très américano-centriste. C'est du monde de New York. Donc, ce qu'on voyait, c'est des spectacles qui avaient commencé à New York. D'ailleurs, toutes les décisions qui ont été faites au trust, c'était pour la sécurité immédiate financière. Tout ce que le trust faisait, c'était pour faire de l'argent le plus vite possible. Ce qui veut dire moins de tournées avec les vedettes françaises qui nous ont vraiment définis, comme avec l'arrivée de Sarah Bernhardt, comme j'ai mentionné tantôt. Et les comédies musicales ont pris le dessus. Ça faisait plus d'argent. Par contre, la bourgeoisie canadienne-anglaise n'était pas contente avec le trust, surtout après 1896. Parce que dans le fond, le trust, il y avait plusieurs circuits. Il y avait un circuit supérieur et un circuit inférieur. Le circuit inférieur, c'était des comédies du théâtre populaire qui est fait pour faire plaisir au plus de monde possible. Pardonnez-moi. Puis un circuit supérieur, comme c'est écrit ici, des drames classiques, des comédies, des opéras, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un théâtre plus, sophistiqué. Donc, la bourgeoisie canadienne-anglaise se sont dit, on va se faire un théâtre nous autres. Et c'est ainsi qu'ils ont formé le Her Majesty's Theatre le 7 novembre 1898, qui était situé sur la rue Gay. Donc, encore une fois, je vais encore parler du développement du théâtre francophone qui n'a pas encore réussi à se développer comme du monde. Donc, comme vous pouvez voir, c'est primitif. Mais dans le fond, si vous allez dans des régions québécoises aujourd'hui, ou même dans certains coins de Montréal, si vous allez voir des personnes canadiennes françaises, il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à parler anglais, même aujourd'hui. Beaucoup de Canadiens français ne se sentiraient pas nécessairement à l'aise d'aller voir une pièce de théâtre, mettons, un vrai Shakespeare en anglais avec le texte original. Ce qui est très compréhensible. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on doit s'imaginer, dans les années 1890, c'était bien pire. L'éducation des Canadiens français était encore plus minime. Donc les Canadiens français avaient essentiellement aucune connaissance de la langue anglaise. Donc, quand les Canadiens français ont vu ça, ils ont décidé de se mettre ensemble. Et il y a une troupe d'opérette qui s'est formée entre 93 et 96, qui s'appelait la troupe de l'opéra français. Et elle a fait des spectacles au théâtre français, dont j'ai mentionné tantôt qu'il avait été acheté par le Trust, alors qu'il était toujours indépendant. Et le Trust, assez surprenamment, n'avait pas réagi avec la formation de cette troupe. Donc, un autre des désavantages de Trust que j'avais oublié de mentionner tantôt, c'est que le Trust ne tenait pas compte des régions. Donc, dans le fond, le Trust, vu à cause de son américanocentrisme, vraiment, ça montrait juste
ce qu'on voyait, c'est la culture de New York, la culture nord-américaine, mais on voyait pas la culture des régions. Puis si on parle pas juste de Montréal, on parle de n'importe où d'autre en Amérique du Nord qui a pas une culture new-yorkaise. Donc, vu que le Trust n'a pas réagi à cette troupe, ça démontre que le Trust avait un peu de difficulté à rester aux nouvelles, rester updaté. Vous m'excuserez l'anglicisme, mais l'autre mot me vient pas en tête, le vrai mot. Ne reste pas updaté pour ce qui est du théâtre dans les régions. Mais là, bien sûr, on va vous parler du clergé, parce que tout ce qui est Québec de cette époque-là, on doit absolument parler du clergé. Le clergé, dans le fond, s'il n'y avait pas quelque chose, il y avait deux choix. Premièrement, on met le texte à l'index. Ça, j'aime pas ce livre-là, à l'index. T'as plus le droit de le lire. T'as plus le droit de le publier, il est à l'index, t'as pas le droit. Ou bien, tu menaces les acteurs d'être excommuniés. Deux décisions très radicales. Mais heureusement, le clergé, il est pas contre le théâtre populaire. Il voudrait avoir un certain pouvoir dessus, il voudrait pouvoir diffuser de plus en plus les valeurs des valeurs clérico-nationalistes quasiment, mais ils savaient que leur influence avait une certaine limite puis qu'il fallait pas qu'ils limitent le peuple tant que ça. La Société Saint-Jean-Baptiste avait demandé au clergé d'autoriser les soirées de famille, ce qu'ils ont surprenamment accepté. Donc, les soirées de famille, dans le fond, ça faisait partie du projet par la Société Saint-Jean-Baptiste, du Monument national, qui était supposé être un centre d'éducation populaire pour les Canadiens français, pour que, dans le fond, instruire de plus en plus les Canadiens français. Les soirées de famille, c'était une troupe avec 26 membres réguliers et 30 comédiens additionnels occasionnellement. C'était très prolifique. De chaque saison, on avait de 30 à 35 spectacles, donc 20 nouvelles productions par an. C'était un théâtre, bien sûr, francophone, parce que ça faisait partie de la Société Saint-Jean-Baptiste et ça a été approuvé par le clergé. Toutefois, malgré qu'il y avait une grande quantité de spectacles et un grand intérêt pour la société moyenne francophone, la bourgeoisie francophone, elle, a préféré de continuer à aller voir le théâtre dans les théâtres anglophones à cause que ça offrait des spectacles plus variés, des spectacles plus sophistiqués, de plus grande qualité. Et les soirées de famille ont été annulées après la saison 1900-1901. Donc ça a été un échec en quelque sorte, mais de l'autre côté, c'est ce qui a totalement lancé le mouvement du théâtre francophone, ce qui va nous amener à l'âge d'or du théâtre franco-canadien des années 1900 à 1930. Donc, pendant qu'on est en 1900, on va parler du théâtre national. Dans le fond, c'était plusieurs hommes de théâtre qui étaient mis ensemble. Juste ma gorge est sèche, vous me pardonnerez. Bon, comme je disais, c'est une idée avec plusieurs hommes de théâtre, dont Julien Daoust, qui, comme vous pouvez voir ici dans la photo, ça c'est Julien Daoust. C'était le premier théâtre professionnel canadien-français. Et le but, dans le fond, du théâtre national, comme le dit le nom, c'était d'offrir un théâtre totalement national, un théâtre qui allait vraiment représenter le Canada français, le Québec, qui allait représenter notre culture avec des artistes de notre culture, avec vraiment une représentation minime du reste du monde. Et après quelques rénovations, en 1902, après seulement 2 ans, le théâtre pouvait accueillir 1500 personnes, ce qui était autant que le Théâtre Royal, si vous vous rappelez, au début du 19e siècle. Et enfin, les productions du Théâtre national allaient intéresser la clientèle francophone des théâtres anglophones. Donc la bourgeoisie française allait enfin se rendre dans un théâtre canadien-français. Et aujourd'hui, petite parenthèse, le National existe encore. C'est plus vraiment un théâtre en tant que tel, mais c'est encore une salle de spectacle très importante qui est située sur la rue Sainte-Catherine, dans le côté est de l'île, près du quartier gay. C'est là d'ailleurs qu'est filmé Belle et Bomme, et il y a beaucoup de spectacles
vraiment d'artistes plus cultes dans ce théâtre-là. Donc vraiment, ça reste une salle très reconnue après plus de 120 ans d'histoire. Donc, maintenant, je vais vous parler de Paul Cazeneuve, qui était un des directeurs artistiques du National. Donc, lui, dans le fond, il s'est mis à penser sur les échecs des soirées de famille. Et ce qu'il s'était rendu compte, c'est que les Canadiens français, eux, ils s'étaient développé un certain goût pour des productions nord-américaines, des productions des États-Unis. Donc, c'est très compréhensible, surtout avec l'influence du trust, qui va d'ailleurs, petite parenthèse, perdre de l'influence après le 19e siècle, le 20e siècle plutôt. Je vais pas trop en parler, mais le trust va disparaître bientôt de la vue de tous. Mais Paul Cazeneuve, vu que les Canadiens français avaient été rendus habitués à la production telle que vue à Broadway, il décide de traduire plusieurs œuvres américaines, mais en faisant ça, il allait les faire jouer en français par des jeunes acteurs québécois. Et dans le fond, c'est comme ça qu'il voulait faire donner une plus grande connaissance de nos artistes québécois pour enfin pouvoir développer le mouvement plus que possible. Enfin, on va revenir à Louis-Honoré Fréchette. Sa pièce Véronica a marqué la fin de cette voix américaine vers une voix qui était plus originale et plus propre à la culture québécoise. La pièce Véronica, d'ailleurs, avait absolument rien à voir avec le Québec ou le nationalisme québécois, les patriotes. Mais ça démontrait que les Canadiens français cherchaient une certaine libération du théâtre sur lequel il avait été si longtemps... excusez-moi. Sur laquelle ils avaient été si longtemps... comment dire... contrôlés. Peut-être pas contrôlés, mais c'est le mot qui me vient en tête. Maintenant, on va vous parler des drames religieux. Quand maintenant que le mouvement a été lancé, on va essayer de développer un style qui est plus propre à nous. Donc, voici dans cette photo Germain Beaulieu. Il a écrit la pièce La Passion, qui était une des plus grandes pièces de la décennie des années 1900. Et donc, comme on peut voir, c'est vraiment le style des drames religieux qui a été plus exploré quand le théâtre francophone prenait de l'ampleur pour de vrai. Mais encore là, le style qui était rapporté par Beaulieu était un style très similaire à Broadway, très mélodramatique, très épique, très américain, voilà. Ce spectacle-là, par exemple, avait attiré près de 35 000 spectateurs en 3 semaines. Ça peut peut-être pas paraître comme beaucoup, mais pour l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. On n'avait jamais vu des chiffres aussi grands dans le théâtre ici. Après 3 semaines, par exemple, la pièce a été retirée de l'affiche parce que le Daoust y jouait le Christ. Le clergé n'était pas content. Absolument inacceptable de jouer le Christ dans une pièce de théâtre. Mais bon. Les drames religieux, après que Julien Daoust a vu à quel point la Passion avait été un grand succès, il a décidé de lui-même de continuer l'expérience, et cette fois-ci sans le personnage de Christ. Il a repris ces drames-là annuellement, et avec chaque année, par exemple, le public se désintéressait de plus en plus et le théâtre québécois devait innover encore. On va revenir d'abord à Cazeneuve. En 1908, il est revenu à la tête du National, après avoir travaillé quelques années à l'Auditorium de Québec. Et malheureusement, quand il est revenu, c'était absolument désastreux. Il avait vu que le National était en train de perdre l'influence, il était sur une forme de déclin à cause de l'usure du répertoire, d'un manque d'audace des directeurs artistiques, vraiment, du manque d'innovation. Et donc, Cazeneuve, il a vu ça, il s'est mis au travail, il a appelé 3 de ses amis, le journaliste Ernest Tremblay, le chansonnier Léon May et le comique Gaston Dumestre, pour un projet de revue d'année, le tout premier projet de revue d'année de l'histoire du Québec. Et le 11 janvier 1909 sera présenté au National Ohé Françoise, une pièce qui sera vue par 40 000 spectateurs en 3 semaines, ce qui est 5 000 de plus que La Passion de Beaulieu. Et puis,
même aujourd'hui, l'influence de cette pièce est palpable parce que c'est... on peut voir aujourd'hui à quel point les revues de l'année sont une partie intégrale du divertissement québécois, que l'on pense aux séries de pièces de théâtre revues et corrigées du Théâtre du Rideau Vert, ou bien l'émission Bye Bye qui passe à Radio-Canada tous les 31 décembre. C'est vraiment une partie de notre culture qui est très importante. Et toutefois, c'est un peu dommage, mais les manuscrits originaux des années 1910 ont totalement disparu. Et dès 1914, c'était rendu de l'impro. C'était rendu de l'improvisation ce qu'ils faisaient. Fait que ça a vraiment pas laissé de traces écrites. Donc, moi je trouve ça dommage à voir, mais on a quand même plusieurs témoignages qui nous disent que ça a arrivé, puis que vraiment c'est ça qui a déclenché ce mouvement très important dans la culture théâtrale québécoise. Enfin, on va parler de la Grande Guerre et de la crise brièvement avant de passer à notre prochaine étape. Donc, la Grande Guerre et la crise n'étaient pas la fin de l'âge d'or du théâtre québécois. Loin de là. Toutefois, c'était la fin des meilleures années du théâtre montréalais de cette époque. Donc, même avec la guerre qui avait détruit l'Europe, les Canadiens français avaient toujours pas réussi à prendre le contrôle de leur scène et à véritablement créer une scène nationale. Donc, en dehors du théâtre national, il y avait vraiment... il n'y avait pas totalement le contrôle, puis il devait encore vivre selon les personnes populaires d'Europe. Avec le chômage, la grande crise des années 30, ça a frappé les artistes, bien sûr, tout autant que n'importe quel autre travailleur. Donc, les artistes du théâtre ont dû trouver une nouvelle façon de faire quelque chose de rentable. C'est ainsi qu'ils ont créé le théâtre itinérant. Donc, itinérant non pas comme les itinérants, mais comme plus pour faire des tournées. Et c'est devenu très populaire. C'était devenu leur principale source de revenus et même leur seul moyen de survie de ces troupes. Et même si c'était créé dans des conditions très difficiles, avec très peu de budget, c'était une époque qui était très esthétiquement importante, d'où ont sorti plusieurs des plus grands noms du théâtre, dont, comme vous pouvez voir ici, Gratien, Gélina, et bien sûr, encore aucune trace écrite des tournées n'existe aujourd'hui. Maintenant, nous allons parler du début de l'époque moderne du théâtre, ce qui, pour moi, est, à mon avis, c'est réellement le début de l'âge d'or, même si l'âge d'or, j'avais nommé en 1900. Pour moi, c'est plus ça, l'âge d'or. Le modernisme, c'est vraiment là qu'on a commencé à développer le théâtre québécois tel qu'il est connu aujourd'hui, tel qu'on le voit aujourd'hui. Et juste parler de la peinture ici que j'ai choisie en arrière-plan. C'est une peinture du peintre Paul-Émile Bordua, qui est très possiblement l'un des plus grands peintres de l'histoire du Québec. Et nous allons revenir à lui un peu plus tard, donc n'oubliez pas son nom. En 1930, il y a eu la fondation du théâtre Stella et du Montreal Repertory Theatre. Le théâtre Stella, c'était, dans le fond, c'était juste... En fait, non, ces deux théâtres-là, c'était... Dans le but, c'était de... Le monde du théâtre, ils ont décidé de se prendre en main, malgré la grande crise, malgré la grande pauvreté. Ils ont décidé, on va se mettre en main, on va faire quelque chose, on va faire du théâtre malgré nos difficultés financières. Donc, Fred Barry, le comédien, c'est lui qui aura fondé le théâtre Stella, qui est sur la rue Saint-Denis, qui va ensuite abriter le théâtre du Rideau Vert. Et le MRT, ça s'est ouvert les portes dans la ville de Westmount, et c'est une compagnie bilingue qui, bien sûr, tel que dit le nom, se spécialisait dans le théâtre de répertoire. En 1937, il y a eu la fondation de la troupe des Compagnons de Saint-Laurent. Dans le fond, c'est une troupe qui venait du collège de Saint-Laurent, qui deviendra plus tard le cégep de Saint-Laurent. Et cette troupe-là a gagné des prix. Donc, comme ceux qui sont déjà allés au théâtre de Saint-Laurent, vous pouvez voir ici où il y a ma souris
une espèce de chapelle, une espèce d'église, mais dans le fond, à l'intérieur de cette église-là, tu as une grosse scène de théâtre. Et c'est là qu'il y avait les représentations des compagnons de Saint-Laurent. Et vraiment, c'était reconnu. Il y avait beaucoup de représentations avant que ça devienne le cégep. Et c'était vraiment une époque importante du théâtre québécois. Et cette troupe-là, les membres de cette troupe-là vont vraiment créer des mouvements qui vont vraiment résonner avec le théâtre jusqu'à aujourd'hui. On va voir ça plus tard. Donc là, on va parler de la Seconde Guerre, parce que, bien sûr, ça aussi c'est arrivé. Je sais que cette affiche-là vient de la Première Guerre mondiale. Je trouvais juste cette affiche-là qui était esthétiquement plaisante. Je suis au courant que c'est une affiche de première Guerre. Dans le fond, le MRT a perdu beaucoup de ses comédiens à cause de l'enrôlement. C'est clair. Mais pire que ça, le théâtre de répertoire montréalais a aussi perdu son chef artistique parce qu'il était italien. Donc il a été envoyé dans un camp de concentration de façon préventive. Donc plusieurs troupes éphémères se sont formées, rien que vraiment duré, et plusieurs juifs se sont joints aux troupes, ce qui est important de mentionner parce qu'il y avait quand même une grande vague d'immigration juive avec... On sait ce qui se passait en Europe à cette époque-là. Mais vraiment, tout ce qui s'est passé en Deuxième Guerre n'a pas vraiment duré. Et puis, c'est vraiment une période éphémère du théâtre québécois. Toutefois, quand même tumultueuse, malgré les conditions. Parce que... il avait quand même réussi à faire quelque chose malgré ce qui se passait en Europe. Et partout dans le monde, d'ailleurs. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale... Si vous connaissez un peu l'histoire de l'art, que ce soit des arts visuels ou de la musique ou n'importe quoi, on sait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le développement de l'art postmoderniste, ou plutôt le début de l'art contemporain. Ce fut de même au Québec. Comme vous pouvez voir en haut, le peintre dont j'ai parlé tantôt, Paul-Émile Bordua, a formé un groupe qui s'appelait les Automatistes. Les Automatistes, dans le fond, c'était un groupe artistique, comme j'ai dit, avec pas juste des peintres, aussi des poètes, toutes formes toutes sortes d'artistes, et puis dont dans le théâtre. On va parler de Claude Gauvreau, qui était un des poètes. Il était un poète qui faisait partie du groupe des Automatistes au Québec. Donc, les Automatistes, vraiment, et Gauvreau a créé les premiers spectacles provocation au Québec. Donc le Québec, vraiment, il connaissait pas encore l'art contemporain, il ne connaissait pas encore l'art postmoderniste, le dadaïsme et tous ces mouvements-là qui sont plus connus aujourd'hui. Et sa pièce Bien-être, une pièce en titre de Jean Mercier, le poème Moi je suis de cette rage rouge et épaisse, ont vraiment été des soirées scandales, des pièces qui étaient totalement surréalistes, dadaïstes, et un an plus tard, sera publié le manifeste de Paul-Émile Bordua de façon secrète, parce que bien sûr on était encore sous l'emprise du clergé on était dans l'époque sombre de Duplessis. Et vraiment, Refus global, pour ceux qui l'ont lu, savent que Bordua cherche vraiment la liberté dans les arts et cherche vraiment ne pas avoir à se limiter à des clichés et des schémas traditionnels pour l'art. Donc, même si ces pièces-là ne sont pas si présentes aujourd'hui, elles ne sont pas si célébrées, c'est quand même très important de mentionner parce que c'est de là qu'a commencé la plupart du théâtre avant-gardiste au Québec et c'est vraiment un moment très important. À l'autre extrême de Gauvreau, nous avons un nom qui devrait sonner une cloche à tous les Québécois et tous ceux qui savent un petit peu l'histoire du Québec. De n'importe quoi qui est québécois. Si vous êtes québécois, vous savez c'est qui Gratien Gélina. Si vous savez pas, je vais vous l'apprendre maintenant. Quoique je sois un peu déçu de vous. Donc, il est issu des amateurs, comme j'ai dit tantôt. Il venait des troupes qui faisaient des tournées dans les années 30. Il avait écrit et joué pour la radio et au cinéma en mettant surtout à l'honneur son personnage principal, son personnage le plus connu qui s'appelait Fridolin, ou que vous connaissez peut-être comme étant Ticoc, dans la pièce de théâtre du même nom. Et
Quand ce personnage-là est arrivé sur scène, il va attirer des foules impressionnantes, des foules comme on n'avait jamais vu auparavant. C'est vraiment le début du théâtre québécois qui est encore célébré aujourd'hui, des pièces qui sont vraiment qui ne sont pas cultes, mais qui sont connues par tout le monde, qui sont célébrées par tout le monde, qui sont appréciées par tous les Québécois qui aiment le théâtre presque. En 1949, la fondation du Théâtre du Rideau Vert, qui deviendra plus tard probablement le théâtre québécois le plus important de l'histoire. Donc, ça a été fondé par la comédienne Yvette Brindamour, qui s'était ce théâtre-là s'est installé à plusieurs endroits de façon éphémère avant de s'installer de façon permanente à l'endroit de l'ancien Stella, qui était devenu un cinéma et qui redevient enfin un théâtre. Et au début, le Rideau Vert, il se concentre sur le répertoire. Mais même avant les Belles-Sœurs, qui allaient vraiment changer comment ce théâtre-là va être perçu dans le monde, le Rideau Vert était quand même reconnu comme étant une compagnie qui produisait des spectacles de qualité et elle avait réussi à vraiment se trouver une clientèle très fidèle dans le monde du théâtre. Maintenant, je vais vous parler de l'écrivain ou dramaturge Marcel Dubé. Donc, lui, c'était un grand dramaturge du même niveau que Gélina ou Michel Tremblay ou n'importe qui d'autre. Donc, plusieurs de ses pièces ont gagné des prix, sont encore célébrées aujourd'hui avec une groupe de comédiens qui faisait partie des Compagnons de Saint-Laurent. Il a accompagné la troupe de la Jeune Scène. Et c'est cette troupe en partie qui va fonder le Théâtre du Nouveau Monde, qui, comme vous savez probablement, est situé à la Place des Arts, sur la rue Sainte-Catherine. Donc, comme je viens de dire, ça a été fondé par le petit groupe de Marcel Dubé, dont Jean Gascon et Jean-Louis Roux, des noms qui vont revenir plus tard, qui ont fait partie des Compagnons de Saint-Laurent. Donc, comme vous pouvez voir, la troupe du Collège Saint-Laurent a vraiment été très importante dans l'histoire du Québec. Et dès le début, c'est un théâtre qui était reconnu d'une qualité remarquable, toute nouvelle, jamais vue auparavant. Et on est peut-être surpris d'apprendre que la troupe a quand même eu une popularité internationale pendant le Festival international d'art dramatique à Paris. Donc on avait quand même eu une grande popularité. Toutefois, moi je suis un peu déçu d'apprendre que le succès du TNM, au début, c'était grâce à des œuvres étrangères et l'envie de mettre de l'avant les pièces québécoises n'avait pas vraiment été gardée. La troupe, par exemple, du TNM, avait fondé une école d'art dramatique qui deviendra le Conservatoire d'art dramatique du Québec, qui est l'une des écoles supérieures d'art les plus prestigieuses du Québec. Enfin, je vais vous parler des théâtres de poche. Les théâtres de poche, dans le fond, c'était des petits... Ça jouait dans des tout petites salles avec souvent 100 plus de 50 personnes. C'était parce que vraiment, il n'y aurait pas plus de personnes qui auraient été intéressées par ce style théâtral. C'était des pièces avant-gardistes et progressives, donc un peu une suite de l'influence des automatistes. Donc, des essais dramatiques qui étaient très difficiles à jouer. La troupe des apprentis sorciers va devenir la première troupe importante de ce mouvement. Et par exemple, je vais vous parler d'un de ces théâtres-là. En 1955, le théâtre Anjou, il a osé jouer pour la première fois la pièce très dérangeante et mémorable de Eugène Ionesco. Eugène Ionesco qui était un dramaturge absurde. La pièce La Leçon, qui a d'ailleurs été jouée, petit fait amusant, au Collège Saint-Louis en 2017, que j'ai joué dedans. C'était ma première expérience personnellement avec le théâtre. Et vraiment, j'ai adoré ça. Et c'est vraiment... Petite parenthèse, mais c'est un chef-d'œuvre. Allez lire Ionesco si vous n'avez pas encore lu Ionesco. Et ce sera la preuve qu'il y a une place pour un répertoire d'avant-garde à Montréal et aussi à d'autres places dans le Québec, parce qu'il y avait des théâtres de poche à d'autres places, comme ce qui me vient en tête, c'est Gaspé, mais il y a bien des places en région où les théâtres de poche ont eu lieu, et puis ça a démontré que le théâtre avant-garde avait une place au Québec quelconque. Maintenant, on va parler brièvement de la Révolution tranquille, qu'on va continuer dans notre prochain chapitre après. Mais
alors que Duplessis est plus au pouvoir, que Jean Lesage prend le pouvoir, toutes les valeurs sur ces salles sont questionnées. On sait tout ça. Vous connaissez toute la Révolution tranquille. Le théâtre québécois, il connaît une crise. Comme tout ce qu'il y avait d'autre au Québec. Un ministère de la Culture est créé, et grâce à des subventions, on peut créer l'École nationale de théâtre, avec Jean Gascon, qui est d'ailleurs celui qui faisait partie du groupe qui avait fondé le Théâtre du Nouveau Monde. Et même aujourd'hui, l'ENT, qu'on appelle comme ça aujourd'hui, c'est une des écoles... C'est pas une des écoles, c'est l'école théâtrale la plus prestigieuse du Canada au complet. Donc c'est vraiment un moment très important des autres du théâtre québécois. Et un ministère de la Culture... Non, je viens de dire ça, hein. En 1903, la nouvelle compagnie théâtrale est fondée. Cette nouvelle compagnie théâtrale, c'est ce qui deviendra, plus tard, le théâtre Denise Pelletier, du nom du théâtre où ils étaient installés, donc dans le quartier Hochelaga Maisonneuve. Vous savez, vous êtes tous allés là l'année passée avec l'école. C'est dans le fond, le théâtre Denise Pelletier, son but c'était voué à la formation du public adolescent, et c'est encore un des buts aujourd'hui de ce théâtre-là. Et parce que la plupart des représentations théâtrales qui sont vues par les écoles secondaires, par les jeunes, vont être au théâtre Denise Pelletier. Donc c'est quand même un des théâtres qui est le plus important aujourd'hui. En 1965, finalement, le Centre des auteurs dramatiques est fondé, ce qui est un groupe qui va mettre de l'avant la dramaturgie québécoise. Donc, juste pour conclure, avant qu'on passe à la section 65-80, juste faire un petit retour sur ce qu'on a accompli entre 1930 et 1965. Donc, premièrement, on va avoir, bien sûr, totalement, absolument répondu aux attentes antécédentes d'avoir une scène théâtrale véritablement nationale, stable. Toutefois, il n'y a aucune troupe de cette époque qui a duré. Et ça, c'était probablement la seule chose qu'il fallait améliorer pour pouvoir vraiment avoir un théâtre québécois tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il est reconnu dans le monde internationalement aujourd'hui. Ça a commencé entre 30 et 65 avec le développement du premier modernisme du théâtre au Québec. Ce qui nous amène vers l'époque postmoderniste. Pas vraiment postmoderniste, mais je trouvais que le titre était plus approprié dans le cadre de ma présentation. Donc, on va en redire un peu ce contexte historique. C'est la Révolution tranquille. Toutes les valeurs traditionnelles sont questionnées. Les baby boomers sont jeunes. Ils veulent un Québec nouveau. Certains d'entre eux vont d'ailleurs développer un nationalisme séparatiste radical. On a tous entendu parler du FLQ. Et le théâtre va devenir une des façons les plus importantes de parler de nos valeurs et de nos convictions. Entre 67 et 80, il y a plus de 15 théâtres de toutes sortes qui vont être construits. Et pourquoi il y aura tant de théâtres qui vont être construits à Montréal? C'est parce qu'il était difficile de faire des spectacles dans des salles qui étaient plus accessibles, comme le National ou le Jésus, à cause que c'était petit, il n'y avait pas beaucoup de place, c'était juste pas pratique pour faire des spectacles. Toutefois, les grandes salles, comme le Rideau Vert, le TNM, Denise Pelletier, c'était tout simplement inaccessible pour, mettons, une troupe qui cherche à faire sa propre création théâtrale. Et c'est pour ça qu'il y a eu une quinzaine de théâtres de toute forme, de toute taille, de tout style vont être formés à Montréal. Surtout de 61 à 80, dans l'époque qu'on va parler, le théâtre va exploser, va quadrupler. Le nombre de représentations théâtrales va quadrupler par année avec le théâtre. Mais bon. Voilà le moment que vous connaissez tous, le moment dont on vous a parlé énormément. Les Belles-Sœurs. Donc, bien sûr, les Belles-Sœurs sont très connues. Tout le monde connaît les Belles-Sœurs. Mais c'est quand même... faut surtout pas passer à côté de ça dans le théâtre québécois parce que
ça a complètement changé la scène du théâtre québécois à jamais. C'est une pièce dans un style qui donnait véritablement une voix au peuple. On appelle ça le joual, donc une façon c'est un style d'écriture qui parlait vraiment avec un accent québécois. Et c'était véritablement une affirmation de notre culture. Et c'est vraiment une des pièces les plus importantes de l'histoire québécoise, bien sûr. En 1970, je vais vous parler de Claude Gauvreau. Un peu moins important, mais tout de même, une pièce qui va avoir amorcé un mouvement. Claude Gauvreau avait écrit la pièce La charge de l'orignal éperméable en 1956, alors qu'il était dans un institut psychiatrique. Mais elle a été présentée pour la première fois en 1970. Donc, dans cette pièce-là, Gauvreau a complètement réinventé la langue française. Donc, juste dans le titre, vous pouvez voir éperméable n'est pas un mot. Donc, Gauvreau, il invente des mots, il joue avec la langue, il utilise vraiment la langue d'une façon libre, comme il le souhaite. Et ça démontre, la pièce, dans le fond, démontre une société qui rejette tous ceux qui ne parlent pas de la même langue. Mais dans le fond, pourquoi cette pièce-là est importante? C'est parce que dans les années 70, ça va être très marqué par un théâtre qui est plus engagé, qui va chercher à avoir une plus grande résonance sociale. Et ça va être vraiment le début de ce mouvement-là au Québec. Qui va aussi être reconnu par Régent Ducharme, que l'on voit ci contre. Donc, l'arrivée de cet écrivain-là, qui avait déjà écrit plusieurs romans, un écrivain très accompli, et ça donnait place à un style d'écriture plus philosophique qui explorait les grands axes de la nature humaine. Donc, deux de ses pièces les plus reconnues, encore célébrées aujourd'hui, sont Inespérées et Inattendues, ainsi que Haha. Et ça rappelait la complexité totale de l'être humain. Maintenant, on va parler de la troupe du Grand Cirque Ordinaire. Donc, c'est... dans le fond, c'est une troupe qui s'était formée par des finissants de l'École nationale de théâtre. Et dans le fond, il y avait une formation pour faire du théâtre traditionnel. Et ça leur ressemblait pas. Ils aimaient pas ça. Ils voulaient faire du théâtre comme ils le voyaient eux autres mêmes. Et alors, ils ont rejoint l'acteur Raymond Cloutier et ont formé une troupe. Et vraiment... Je vais vous lire un peu c'était quoi le but de cette troupe-là. Donc, il y avait une volonté de libération, de retour aux sources, de création et un besoin de communiquer directement avec le monde sans passer par des schémas européens ou bourgeois. Donc, un peu le même style que ce que je disais tantôt avec l'art contemporain. La pièce T'es pas tanné, Jeanne d'Arc, elle a été écrite à partir d'improvisation. C'est une des pièces les plus importantes aussi du théâtre québécois. C'est une pièce très politique qui compare les Québécois à, bien sûr, la guerrière Jeanne d'Arc et son infameux procès. Maintenant, on va vous parler vraiment la dernière fondation, le dernier théâtre qui a été fondé d'une certaine importance historique, le théâtre expérimental. Donc en 1974, Paul Pelletier, Robert Gravel ainsi que Jean-Pierre Ronfort ont cherché la possibilité de concevoir un théâtre de recherche qu'ils appelaient. Et c'est alors qu'ils ont fondé le Théâtre expérimental de Montréal. Celui-ci cherchait à être une œuvre collective avec comme tout le monde dans l'organisme avait exactement le même poids. Il pouvait absolument... Chaque décision prise allait être unanime. Toutefois, il y a certaines femmes qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de place dans l'organisme et ils sont séparés du TEM et ont fondé le Théâtre expérimental des femmes. Dès là, le TEM, il va être refondé avec le Théâtre expérimental des femmes et ça va devenir le nouveau Théâtre expérimental qui existe encore aujourd'hui, qui est quand même assez important. Et pendant cette même époque-là, il y avait eu les premières idées vont être mises par Yvon et Gravel-le-Duc pour la LNI. Donc, on connaît tous la LNI, c'est probablement la forme de théâtre expérimental improvisé la plus connue du Québec. C'est une grande partie de notre culture, absolument. La LNI est très reconnaissable. Et, ouais, la LNI a commencé à la même époque que le NTE.
Et finalement, je vais vous parler dans cette époque-là, dernier truc que je vais vous parler dans cette époque-là, le féminisme dans le théâtre. Donc, les années 80, on avait la deuxième vague du féminisme qui mettait en question les stéréotypes de la beauté, la maternité, le corps féminin, etc., etc. Donc, le théâtre des femmes va prendre de plus en plus sa place. Et Denise Boucher va être une des dramaturges les plus importantes de ce mouvement, avec avec ses pièces Le Nef des sorcières, ainsi que Les Fées ont soif. Et donc, Les Fées ont soif, c'est quand même une pièce intéressante à parler parce que j'ai été surpris d'apprendre que malgré qu'on est quasiment dans les années 80, le clergé avait encore le pouvoir de dire que c'était blasphématoire. Ils ont fait une injonction, et puis Les Fées ont soif a été interdites. Comment dire? D'ailleurs, j'ai un petit commentaire. Le théâtre, d'un côté féministe, le théâtre est une des formes artistiques où il y a le plus de femmes. Énormément de théâtres ont été fondés par des femmes. Et vraiment, c'est une place où la femme a de plus en plus de contrôle, de plus en plus des années 2010 récemment. J'en parle pas dans la présentation, là, mais des années 2010 récemment, la voix des femmes se fait plus en plus entendre au théâtre. Et c'est vraiment une des formes d'art les plus à l'avant-garde dans le féminisme. Maintenant, je vais vous parler brièvement de la scène contemporaine, de quelques œuvres. Je vais surtout parler d'œuvres en particulier et de dramaturges en particulier. Parce que, comme j'ai dit, on n'a pas encore beaucoup de recul sur ce temps-là. Et je trouverais ça... Je voudrais pas trop m'acharner là-dessus. Donc, premièrement, dans les années 80, on a un nouveau style d'écriture. Suite au référendum de 80, l'ambiance au Québec très morose. Les Canadiens français étaient très déprimés. Toutefois, un nouveau style d'écriture est développé qui est très festif et joyeux. Et c'est un style d'écriture qui va mettre l'esthétique au-dessus de la résonance sociale. Donc, quand je parle d'esthétique, je parle par exemple d'esthétique littéraire, dramaturgique, théâtrale, ainsi de suite. Donc, on va vraiment essayer de faire un théâtre qui va être plus développé esthétiquement. Une pièce dont je veux vous parler, La vie et roi du mort boiteux, écrite en 81 par Jean-Pierre Ronfort. C'est une pièce d'une durée de 13 à 15 heures qui est la pièce ultime de ce style. C'est une pièce qui nous montre ce qui nous sépare et nous rapproche en tant qu'être humain. Pardon. Donc ici, deux autres dramaturges, pas très importants ni l'un ni l'autre, mais juste pour que leurs noms soient dans votre tête. Norma Charette a écrit Rêve d'une nuit d'hôpital, qui était une pièce où le personnage principal est inélégant. Et Michel-Marc Bouchard qui a écrit plusieurs pièces, plus un style populaire, d'un style contemporain, mais quand même assez important dans le théâtre québécois. Maintenant, un très grand nom, apprécié par énormément de personnes aujourd'hui, Robert Lepage. Il a créé sa pièce Vinci en 86, une pièce dont il sera à la fois metteur en scène, il sera dramaturge, et il sera le seul acteur sur scène. Donc juste comme ça, on peut voir à quel point il allait devenir un monstre du théâtre. Donc, quand l'acteur qui doit jouer ça doit jouer plusieurs personnages, ça reflète sur l'art théâtral. C'est une pièce qui est très technique à jouer. Donc, en 94, Lepage, il forme une compagnie interdisciplinaire nommée Ex Machina. Et la première pièce qui sera jouée seront les 7 branches de la rivière Otta. Donc, Lepage, lui, il va plus s'acharner, comme j'ai dit dans cette diapositive-là, sur l'aspect visuel, sur l'esthétique, plutôt que le texte en soi. Robert Lepage, c'est plus j'ose dire, c'est quasiment plus un artiste visuel qu'un dramaturge en tant que tel. Et la compagnie Ex Machina, je pourrais me tromper, mais je pense que c'est eux autres qui ont fait les jeux de lumière dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Port. Donc, c'est vraiment pas juste du théâtre, c'est vraiment un homme très grand dans le monde de l'art visuel, l'art de la scène, plutôt. Finalement, pour conclure cette présentation, alors qu'on est dans le nouveau millénaire,
un millénaire qu'il faut réimaginer totalement. On va parler de Wajdi Mouawad. Je sais pas si c'est comme ça qu'on est supposé le prononcer dans la langue originale, mais c'est un dramaturge libano-québécois. Il est absolument le Libanais. Le dramaturge absolu des années 2000 au Québec. Sa tétralogie, Les Sangs des Promesses, va être définitivement ses œuvres les plus importantes. Et il donne aux comédiens une totale liberté pour sa propriété et la mettre en forme son texte. Et donc, c'est ça qui conclut cette présentation. Quand même assez longue. J'ai jamais fait de présentation orale aussi longue que ça. Mais cette présentation orale-là aurait pu en dire tellement plus, aurait pu s'approfondir sur tellement plus de sujets. Et c'est pour ça que je veux rappeler mon auditoire que si vous voulez, s'il vous plaît, approfondissez vos connaissances. Allez voir du théâtre par vous-même quand vous pourrez. Achetez-vous un abonnement à un théâtre. Allez lire, allez découvrir le monde qui est le théâtre québécois plus que ce qu'on voit aux écoles. Dernier truc que je vais vous demander, par exemple. Je vais laisser, premier lien en haut dans la description de la vidéo, je vais laisser un petit un questionnaire pour que je puisse savoir à quel point ma présentation aurait été connue. S'il vous plaît, allez pas chercher les informations dans la présentation, je m'en fous, mais c'est juste, si vous pouvez remplir ça, ça va vraiment m'aider pour moi de remplir mes critères de réussite, ça va m'aider à comprendre si j'ai bien fait ma présentation, et vraiment, ça va vraiment m'aider. Donc, encore, si vous voulez voir les images, les sources des images, cliquez dans la description pour voir le Google Slides. Mais sinon, je vous remercie de vous être assis pour au-dessus d'une heure à écouter parler du théâtre québécois. Et on se reverra une autre fois.